BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec deux invités ce soir. Il faut dire que le sujet est grave. Pourra-t-on un jour se passer de plastique? Vous savez, 175 pays essayent de trouver une solution, mais à peine les négociations entamées qu'elles sont déjà ce soir bloquées. Bonsoir Sabine Roux-Bézieux. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Fondation de la mer que vous avez créée. Vous travaillez avec de nombreux scientifiques. Vous nous raconterez aussi qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, la société civile, dans ces négociations avec tous ces grands pays qui s'affrontent. Et puis avec vous, Éric Orsena de l'Académie française. Bonsoir Éric Orsena. On va essayer de faire attention à son langage, à son français, puisque vous êtes là. Vous avez publié La Terre a soif. C'était en septembre 2022. Vous parlez de cette terrible mondialisation du plastique. Et on s'en souvient, vous avez beaucoup travaillé sur l'eau. Et même là, La Terre a soif, c'est l'histoire de 33 grands fleuves, dont le fameux Querpon qu'on trouve à l'île de Bréa, chez vous. C'est un fleuve salé, c'est un courant. Un courant, ouais, mais voilà. Les courants, c'est les fleuves, comme le Gulf Stream. Absolument. Et, et vous parlez du Danube, vous parlez du Gange, et on verra qu'évidemment tout se rejoint. Sabine Roux-Bézieux, vous sortez de ces négociations que vous suivez pas à pas, même encore là dans le couloir, on va tout dire. Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les enjeux? On les connaît. Le blocage vient du fait qu'un certain nombre de pays ne souhaitent pas se traiter et donc mettent en place des arguties sur des questions juridiques et plus particulièrement cet après-midi sur la manière dont le vote allait se dérouler. Et donc, tout à l'heure, la Chine a déclaré que, malgré les propositions qui avaient été faites par un certain nombre de pays, elle n'était pas d'accord avec ces propositions-là et qu'elle souhaitait qu'on se mette d'accord sur la manière de voter avant d'avancer. Alors qu'évidemment, on peut passer des semaines à discuter de cela. Donc, les discussions reprennent à 20h30. Et en attendant, il y a un certain nombre de pays qui appellent, quasiment avec des larmes dans les yeux, à la communauté internationale à prendre des mesures. D'autant plus que cette urgence contre la pollution plastique, c'est vraiment une urgence mondiale. Le projet, la négociation qui se déroule en ce moment à Paris est la deuxième étape d'une série de 5 négociations sur le traité plastique et a été démarrée en mars 2022 à Nairobi au Kenya, pendant lesquels 175 États des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour l'environnement, se sont mis d'accord pour, d'ici 2025, construire ce traité. Oui, mais enfin, d'ici 2025, on voit bien que... Est-ce que vous y croyez? Vous me direz, sinon vous ne serez pas là. Mais vous croyez qu'on arrivera à quelque chose, à se passer du plastique? Vous savez, ce traité a démarré à l'impulsion de la société civile, des ONG, des fondations, comme la Fondation de la mer, ont poussé les gouvernements à s'aligner sur ce sujet. Et la motivation d'un certain nombre de pays, je pense à la Norvège ou au Rwanda, de mettre en place une coalition de haute ambition avec toute une série d'objectifs. Cette coalition aujourd'hui a doublé le nombre de ses participants, donc oui, on peut être positif, avec la frustration de voir des grands pays, donc la Chine, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, bloquer les négociations. Oui, les Américains, du reste, qui ne sont pas les États-Unis. Éric Orsena, vous espérez quelque chose? À quoi est-ce que pour vous, vous dites, de toute manière, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, et en même temps, on voit bien que les enjeux sociétaux sont colossaux. Évidemment, les enjeux climatiques, mais les enjeux sociétaux, c'est presque une question de civilisation. C'est une question de civilisation et une question aussi de santé. Il se trouve qu'à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur et je suis ambassadeur de Pasteur depuis 8 ans maintenant. Et donc le plastique, c'est une affaire de santé majeure. Parce qu'il y a des plastiques minuscules qu'on ingère comme ça, donc qui se mettent partout dans notre organisme. Et puis les plastiques qui sont un peu plus petits, un peu plus gros, ceux-là, ce sont des vrais aimants à saloperie. Et donc ça veut dire qu'il y a une question de santé. Et donc, cette alerte-là, c'est pas juste pour faire gentil. Donc, ça les menace. Donc, peut-être, les êtres humains, quand ils sont menacés, ils gagnent un minuscule en sagesse. C'est une sorte d'égoïsme qui sert à quelque chose. Peut-être. 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 Alors, peut-être. D'autant plus que c'est possible. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait un drôle de championnat, la rivière la plus polluée du monde. C'est, semble-t-il, en Indonésie, la rivière Citarum, qui fait 297 km, et il y a chaque jour 280 tonnes de déchets, notamment du plastique. Eh bien, en 5 ans,
avec la mobilisation des populations, on a dit que c'est possible. Et on a revu l'eau sous le plastique. Donc c'est possible. Et nous, on a lancé ensemble d'ailleurs un pacte comme ça avec les municipalités. Il y a 170 municipalités qui disent dans ma ville, on ne rejettera plus du plastique dans notre fleuve. Justement, Sabine Roux-Bézieux, vous pouvez nous rappeler, puisque vous travaillez beaucoup dessus, grosso modo, les chiffres, on les a donnés, on peut les lire, mais rappelez-nous les chiffres absolument effarants sur le plastique aujourd'hui, mais aussi ça va continuer et ça va être de pire en pire jusqu'en 2060, je crois. Alors, quelques chiffres. Entre les années 60 et aujourd'hui, la population mondiale a été multipliée par 2,5, la consommation de plastique par 40. Et d'ici 2060, la consommation de plastique va être encore multipliée par 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre mode de vie est devenu consubstantiel au plastique. Nous sommes dans une plastisphère, si vous voulez. Bah oui, il suffit de regarder autour de nous. Oui. Exactement. Ce que nous disait samedi à l'UNESCO la ministre de l'Environnement du Niger ou celle du Pakistan, c'est que notre mode de vie occidental est désirable et que ce mode de vie, il est constitué de plastique. On regarde autour de nous, on est plein de plastique. Or, les pays en développement n'ont pas les moyens de traiter ces plastiques-là. Alors, donc, la consommation de plastique augmente. La gestion des plastiques, en revanche, est catastrophique. Au niveau mondial, le taux de recyclage des plastiques, c'est de 9%. Donc on met le recyclage comme une solution magique, c'est 9% au niveau mondial. Et on n'est pas beaucoup mieux dans les pays de l'OCDE. Ouais. Et peut-être un ou deux chiffres de plus, on a 80% des plastiques qui ont une durée de vie inférieure à 1 an. Pour comprendre bien 80%. Que 80% des plastiques ont une durée de vie inférieure à 1 an. Du schmaf. Juste pour se rendre compte qu'en fait, on a construit des besoins surréalistes, inutiles. Et il faudra bien s'en débarrasser. Justement, c'est intéressant, ça rejoint la question de civilisation, parce que pour moi, c'est quand même très, très lié. Je crois que c'est même vous, quand on préparait cette interview, qui avait dit qu'il y avait une ministre, je ne sais plus si c'est celle du Niger ou pas, qui a dit, mais en fait, vous nous avez exporté votre civilisation. Est-ce qu'on doit avoir un sentiment de culpabilité, Éric Orsena ? Et puis, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Et qui doit payer, tiens ? Et d'ailleurs, on exporte aussi nos déchets. Oui. Parce que c'est ceux qui sont traités, c'est ailleurs. Donc d'abord ça. Et donc qui doit payer ? Mais évidemment, quand vous voyez que les principaux fauteurs de dérèglement climatique sont les pays du Nord les plus riches, et donc on demande sans arrêt aux pays du Sud de le faire. Donc, vous savez, moi, il y a une notion... C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Enfin, moi j'ai le sentiment, comme ça, intuitivement, que tout est pris à l'envers. Oui, mais tout est pris à l'envers. Simplement, un, c'est possible. Et deux, si on ne comprend pas les alertes. Si on ne comprend pas l'alerte de la dernière pandémie, il y en aura d'autres. On appelle ça la notion très simple de une santé. Si l'environnement va mal, le monde végétal va mal, partout. Si le monde végétal va mal, le règne animal va mal partout. Donc on est des solidarités de fait. Et on se rend compte que s'il n'y a pas des vaccins partout, bah les virus mutent et à ce moment-là, c'est reparti. Donc il y a cette solidarité de fait. Donc, oui, mais attendez, on peut très bien comprendre, un pays africain ou un pays en développement qui disent, attendez, c'est bien beau, vous avez vécu comme des rois, et puis maintenant vous nous dites, alors que souvent le plastique est perçu comme un élément de standing, non ? C'est ça le paradoxe du plastique. Voilà, c'est ça le paradoxe du plastique. Et donc après maintenant on leur dit, non, attendez, c'est horrible, il faut surtout pas les consommer. Il faudrait d'abord donner l'exemple. Quand on voit dans la grande distribution qu'il n'y a aucun sac en papier... Ah non, ça c'est pas vrai. Mais attendez. Je ne vais pas donner des marques. Attendez, moi je fais mes courses tous les week-ends, je peux vous dire que c'est pas vrai. Il y en a. Mais il y en a, bien sûr, il y en a. On vous fait payer, mais ça il y en a un petit peu. Mais la grande majorité, c'est ça. Parce que c'est plus pratique. La civilisation qu'on a développée, c'est du pratique. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être respectueux. Quand vous foutez une baigne, c'est peut-être efficace, mais si vous voulez être respectueux avec les gens, ça dure plus longtemps, en général, vos relations. Et c'est pour ça qu'on parle, nous, beaucoup d'empreintes plastiques et du paradoxe du plastique. L'empreinte plastique, ça peut être vu de plein de manières. Par exemple, au niveau d'un État, savoir quelle est la consommation de plastique par an et par habitant. Là, les champions du monde, toute catégorie, c'est les Américains, avec 250 kilos par an de plastique par an et par habitant. Et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. L'Europe, on est à 150. La moyenne mondiale, c'est 60. Et l'Inde, ils sont à 20 ou 30. Donc vous voyez la différence de comportement. Et puis surtout, vous pouvez imaginer, quand vous multipliez par la population de l'Inde, ce qui peut se passer si les Indiens se mettent à consommer du plastique comme les Américains. Ou comme les Européens, comme nous. Ou même comme les Européens. Donc là, il y a un enjeu. Le deuxième enjeu, il est en fin de vie des plastiques. Parce que les pays riches disent, ah oui, d'accord, on fabrique beaucoup, mais on ne pollue pas parce qu'on a mis en place des systèmes de collecte
de tri et de gestion aval de nos déchets. Et c'est vrai que, Éric, vous êtes le spécialiste des fleuves. Il y a 10 fleuves dans le monde et de l'eau. Et de l'eau. 10 fleuves dans le monde qui produisent 90% des déchets qu'on retrouve dans l'océan. Et ces 10 fleuves, il y en a 8 en Asie et 2 en Afrique. Donc c'est vrai qu'on peut dire aussi, nous en Europe, ou les pays, disons, les pays de l'OCDE, on produit beaucoup, mais on ne pollue pas. Et ce sont les pays de non-OCDE qui polluent. Mais en réalité, il y a une responsabilité des pays développés, parce que c'est nous qui avons créé ce mode de vie si désirable, d'aider les pays développés, en développement, à trouver une alternative au plastique. Pour vous, la solution, ça passe par quoi? Pas forcément des solutions techniques, mais la solution, je dirais presque politique, c'est quoi pour vous, Éric Orsenna? C'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire ne pas jeter du plastique dans un être vivant qui s'appelle un fleuve. C'est ça l'affaire. C'est ne pas jeter du plastique un peu partout dans une forêt. C'est-à-dire que vous dites aux citoyens, il faut s'approprier. Oui. C'est ta planète, quoi. C'est ton pays, c'est ton fleuve, c'est ton... C'est exactement pourquoi je citais cet exemple de rivière indonésienne. C'est que c'était une poubelle. Elle dit non, c'est pas une poubelle, c'est ta vie là. Et pourquoi tel et tel est malade? Pourquoi ton oncle est malade? Pourquoi ta tante est morte comme ça? À cause de la rivière. Et quand vous avez en même temps une rivière avec de moins en moins d'eau, ce qui est le cas, et de plus en plus polluée, moins vous avez d'eau avec le même taux de pollution, ben c'est de plus en plus dangereux. Donc vous voyez, c'est à la fois, ça fait partie de ta famille, et donc c'est à la fois ta santé ou ta menace. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, après vous aurez, Samuel Bézieux, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais là, l'écologie punitive, avec un impôt supplémentaire, c'est peut-être ce qui rebute le plus les gens à faire un effort ou pas, où il faut instaurer une forme de punition, alors, de taxation, voire. Moi, vous savez, c'est la démocratie qui est face à un vrai enjeu. Parce qu'elle doit être efficace vite, et en même temps, on ne veut pas être trop méchant avec les gens. Moi, j'ai vu dans certains domaines avec les Chinois, j'ai été beaucoup en Chine, où le fleuve jaune n'allait pas jusqu'à la mer, on a pris des mesures qu'aucun responsable français n'aurait acceptées. Sauf que maintenant, le fleuve jaune revient jusqu'à la mer. Donc, vous voyez, il y a un peu les deux. Mais c'est surtout leur disant, mais c'est à vous. Vous n'êtes pas seul. La nature et votre continuité, votre prolongation et la menace, pas seulement pour les enfants, mais pour vous-même. Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur l'eau. Ouais. Tout le monde s'en fout. Et j'ai dit, maintenant, je vais travailler sur les fleuves. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est une matière. Tout le monde s'en fout. Alors que si c'est le fleuve, tout le monde a une rivière dans son cœur. Ah oui, c'est intéressant. Comme quoi, c'est très psychologique. L'écologie punitive, c'est une bonne idée, Sabine Roux-Bézieux. Alors, je voudrais revenir sur ce que disait Éric Orsenna sur la société civile et l'engagement des citoyens. Nous, à la Fondation de la Mer, on a un programme qui s'appelle Un geste pour la mer. On a 300 associations qui agissent sur le terrain, qui sensibilisent les citoyens, qui organisent des collectes de déchets. C'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Parce que d'abord, il ne faut pas qu'on considère que c'est le consommateur qui est responsable. Parce que c'est un peu ce que disent un certain nombre d'entreprises. Ah bah écoutez, les consommateurs sont des pollueurs parce qu'ils jettent dans la nature. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, pour résoudre le problème de la pollution plastique, il faut remonter dès l'amont. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit ce traité plastique, de regarder tout le cycle de vie du plastique. Donc, en amont, la priorité, c'est de baisser la production. Ça ne va pas forcément faire plaisir à tous vos auditeurs, mais il va falloir baisser la production. Et en fait, on l'a fait en France. Au recycler Non, ça s'appelle la loi AGEC, donc l'économie circulaire. On a commencé par supprimer un certain nombre de plastiques. Les fameuses touillettes, les couverts en plastique. Alors, ça avait été très compliqué quand la loi est sortie. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de ne plus utiliser ces plastiques. Et donc, il faut aller plus loin, c'est ça que vous dites. Et donc, il faut aller plus loin. Ce qu'on a fait en France, maintenant, on le fait en Europe. Il faut le faire dans le monde entier. Il faut supprimer les microplastiques qu'on rajoute dans un certain nombre de produits. Il faut s'assurer de l'éco-conception des produits. C'est-à-dire que quand on crée un produit, on sait exactement comment il va être géré en fin de vie. Donc, il y a tout il y a une attitude, un changement d'attitude. Mais qui passe d'abord par les entreprises. Par l'amont. Oui. Alors que les entreprises disent, c'est le consommateur d'avoir ce comportement, et vous nous dites non, vous renvoyez la balle en amont aux entreprises. Oui. Et, je dis que c'est un travail collectif dans lequel chacun doit jouer sa part, les organisations internationales, les pays, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens.
Vous avez lu le rapport de Pisani-Ferry, Éric Orsena? Oui. Ouais. Oui, oui. Est-ce que vous trouvez que il faut effectivement... alors, c'est un rapport très complet où on a des objectifs, donc Oui. on en a largement parlé là, ici, donc on ne va pas forcément tout redire ce soir. Juste sur l'idée d'une taxation vis-à-vis d'une sorte de ISF climatique. Écoutez, on doit aller plus vite. On doit aller plus vite, Ouais. bien sûr. Et donc, il faut trouver les moyens d'aller plus vite. L'investissement, c'est pas une dette, mais il faut quand même trouver le moyen d'investir. Alors, il y a des fortunes, alors il faut voir à quel niveau, etc., dont la vie ne changerait pas s'ils contribuaient un peu plus. Mm-hmm. Comprenez, c'est ça l'affaire. Et je ne pense pas qu'il y aurait des baisses d'attractivité, comme on dit, de notre pays, si on baissait un peu plus, si en même temps on offrait d'autres possibilités. Parce que si on taxe un peu en développant tout un pan d'économie qui va rendre plus de profit, parce que l'économie nouvelle, moi je ne suis pas du tout pour la décroissance. Oui, ça c'était la question d'après, oui, d'accord. Ah ben, voyez, Non, alors, vous pas y du tout. répondez tout de suite. Eh ben, bien La sûr. décroissance, oui, mais est-ce que c'est pas quand même une forme de réponse? Non, c'est-à-dire la taxe. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de consommer autant. Non, mais on n'est pas obligé de consommer autant. Mais voilà, la croissance, c'est la croissance dans le travail, dans la recherche. Dans la recherche, tout ce qu'on a dit, par exemple, d'abord savoir ce que c'est que avaler des petites billes de plastique. Et on ne le sait pas. Donc on dépense des milliards pour l'exploration de l'espace et on ne sait pas ce qu'on a au plus près de nous. Donc vive la science. Quand on gâche le peu que gagnent les scientifiques, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous imaginez avec bac plus 10 et on est à le taux. Alors on va faire l'industrialisation, très bien. Mais on a le budget consacré à la recherche est un des plus faibles d'Europe. C'est pas possible. Un ISF climatique, votre réponse Alors, comment on finance la transition Il faut aller plus vite. Comment on finance Il a raison. la transition Les objectifs plastique fixés l'année dernière par Elisabeth Borne, la Première ministre, sont très 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 élevés. Hein. Sur le plastique, il y a une solution qu'on a mise en place en France. C'est le principe pollueur-payeur. Ouais. Ça s'appelle la responsabilité étendue du producteur. Ça marche. Alors, ça marche pas sur beaucoup de plastique. Ça marche sur le PET, nos bouteilles en plastique. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je dis aux passants que la tonne vaut plus cher que le plastique vierge, ce qui pose quand même un autre problème, parce que c'est pas tout à fait incitatif pour les entreprises. Donc ce système qui fonctionne pour le PET et un certain nombre de plastiques, il faut l'étendre sur tous les plastiques. C'est assez efficace. C'est 1 milliard d'euros Citeo aujourd'hui en France. Donc c'est pas des montants négligeables. C'est reversé aux collectivités locales et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de pays dans le monde. J'ai vu dans les discussions dans les couloirs de l'UNESCO aujourd'hui le président de Citeo qui discutait avec beaucoup de ministres de l'environnement qui sont intéressés par le modèle français. Donc c'est un système, c'est une forme de taxe déguisée. Et une taxe sur l'ISF, un ISF climatique, vous y êtes favorable? Écoutez, c'est pas le rôle de la Fondation de la Mer de se positionner sur des taxes sur les personnes physiques. Vous êtes une citoyenne. Mais pour nous, un système macro qui a fait ses preuves sur un pays mérite d'être étendu dans d'autres pays, parce que toute l'Europe est en train de la mettre en place. Donc ça vaut la peine d'aller le mettre ailleurs. Plus que ça. Est-ce qu'il y aurait une... En fait, parce que le plastique, on dit qu'on va le recycler. Mais est-ce que la solution ne serait pas de dire on supprime le plastique? Parce que s'il y a des demi-mesures, c'est comme la discussion de savoir s'il y a des polymères qui peuvent être autorisés, d'autres qui ne peuvent pas l'être. Est-ce que si on a des demi-mesures, finalement, ça ne débouche sur rien? Alors vous allez me faire la publicité du plastique, là je sens. Donc il y a des plastiques indispensables. Pas mal amené, on en a dans le secteur médical par exemple. Ouais. On en a dans l'alimentaire, la lutte contre les maladies infectieuses et toute une série de bactéries vient du fait qu'on utilise du plastique. Dans l'automobile, on a réduit significativement les émissions de CO2 en baissant le poids des voitures, en mettant beaucoup de plastique dedans. Donc je pourrais vous énumérer. Donc c'est utile. Le plastique, c'est fantastique. Ouais. Mais il faut en supprimer. Non, c'était une chanson des années 70, je crois. Il y avait même un chanteur. Il y avait même un Plastique Bertrand. Plastique Bertrand. Donc, ce qu'il faut faire, c'est supprimer les plastiques dangereux ou inutiles. Et il y en a beaucoup. 40% des plastiques au niveau mondial sont des emballages. Alors, on a peut-être besoin de certains emballages, mais sans doute pas autant qu'on en utilise aujourd'hui. Oui. Il faut en tout cas une décroissance dans le plastique. Éric Orsena, est-ce que... vous parliez tout à l'heure de ce sur quoi vous travaillez avec Sabine Roux-Béziot auprès des collectivités locales. Les collectivités locales, les maires, ils ont un souci, c'est qu'il faut se faire élire et puis réélire. Est-ce que vous les sentez suffisamment
mobilisé pour dire on réfrène le plastique chez nous, dans nos communes. Est-ce que c'est devenu finalement quelque chose de plutôt un argument marketing? Enfin, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas ça finalement la question? Et ce qui m'a frappé, c'est que avant la grande réunion climatique de Paris, j'avais animé la COP des territoires. Et c'était passionnant parce qu'il y avait les entreprises et les villes, les grandes villes du monde, qui étaient responsables du dérèglement. C'était chez les responsables du dérèglement qu'on avait des solutions. Et non pas l'affrontement des États avec les ONG, qui ont des vrais rôles, mais qui peuvent rester longtemps. Donc c'était ces solutions-là. Et on voit, en fonction des villes, c'est la même chose. La ville, c'est à toutes les échelles, c'est un être vivant. Et on participe tous à ces êtres vivants. Et c'est peut-être, moi je défends ma corporation, des raconteurs d'histoire. Mais il faut raconter l'histoire de telle ville. Telle ville a supprimé ça, on vit plutôt mieux qu'ailleurs, on a envie de venir, etc. Vous voyez, c'est ces histoires-là. Et c'est pas juste voilà, être dans la mode, pas du tout. Et lié avec les plus jeunes, les enfants en classe. Moi, je travaille là-dessus. On va annoncer une mesure là-dessus. On va faire adopter par des classes des morceaux de rivière. Eh bien, si les enfants... bah oui, on va lancer ça très bientôt. Ben, si les enfants voient en CM1, CM2, ils disent, bah, ils engueulent les parents en disant, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est ma rivière. Vous comprenez? C'est pas de l'abstrait, ni de la punition, c'est de la narration. Il y a la même chose pour l'océan avec les aires marines éducatives, où il y a des classes généralement de primaire qui s'occupent d'un petit coin d'océan à côté de chez eux. C'est mon océan, c'est ma part d'océan. Tous les territoires français. Il faut montrer que c'est ma part d'océan. On est tous concernés. Et c'est pas triste, puisque c'est possible, encore une fois. Moi, je ne suis pas du tout dans la punition de dire c'est possible, il y a plein d'exemples possibles. Ben, c'est plus agréable de revoir la surface de la rivière plutôt qu'une sorte de manteau de saloperie. Toute petite, un point, parce qu'après il nous reste 2 minutes et j'ai 2 petites questions assez essentielles. Alors, donc, très vite, ce qu'on voit aussi sur le plastique, pour répondre à votre question sur la suppression du plastique, ce sont des alternatives au plastique. Nos grands-mères ou des pays à l'autre bout du monde utilisaient d'autres matières que le plastique. Et donc, il faut revenir à ces matières naturelles, des fibres naturelles qu'on trouve partout dans le monde et qu'on a totalement oubliées. Est-ce que vous croyez dans ce processus de décivilisation, Éric Orsena? Là, je fais appel plutôt l'écrivain et l'académicien. C'est Emmanuel Macron qui a prononcé ces mots, puisqu'on a commencé tout à l'heure en disant c'est une question de civilisation. Est-ce qu'on est actuellement, on est dans un processus de décivilisation? À toutes les échelles, personnelles ou d'une nation, ou même le monde, la violence l'emporte s'il n'y a pas de projet. Parce qu'il y a une dynamique. Il faut être là. Donc, et s'il n'y a pas de langage. Et s'il n'y a pas de langage. Quel est le projet pour la France? J'aimerais bien le savoir. Je ne vois pas le projet pour la France. S'il n'y a pas le projet, évidemment, chacun se replie dans son petit pré carré et développe son ressentiment ou sa haine vis-à-vis des autres. Quel est l'élan? Qu'est-ce qu'on veut? Ça serait quoi la France dans 30 ans? À la fois, dans tous les domaines, c'est la réindustrialisation, bien sûr, mais c'est un moyen, ça veut dire quoi? Vous voyez, ce genre de mécanisme-là. C'est ça que j'attends, moi. Et on a abandonné des tas de choses comme la planification à la française, où tout le monde se réunissait. Moi, je vois dans les parlements de l'eau, ils se mettent d'accord, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ensemble la Loire? Eh bien, ça va mieux et le taux de haine diminue. Ouais. Deuxième question, alors là, peut-être aussi, ça peut vous concerner, Sabine Roux-Bézieux, mais... je me tourne encore vers Éric Orsena. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le flash de Faiza Younzi qui dit, Sam Altman qui dit attention, ChatGPT, ça menace l'humanité. Est-ce que l'intelligence artificielle menace l'humanité? Alors, je pense que c'est un degré supplémentaire à toutes les autres inventions. Parce que les autres inventions qu'on avait, l'électricité, la machine à vapeur, etc., c'était pour gagner du temps. Là, c'est dans le mécanisme mental même. Donc, c'est une réflexion absolument clé. Et je travaille avec un certain nombre de gens, dont Gilles Babinet, sur ces questions, pour justement dire, on a toujours tendance à dire « Ah, c'est radicalement nouveau ouais. ». Là, je pense qu'on y est. Ça ne veut pas dire que, et je suis ce qu'il dit, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter nous, parce que les méchants continueront toujours. Donc, toujours. Tout le monde continue. Donc il faut savoir ce dont il s'agit. En un mot, Sabine Roux-Bézieux, pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de vous rejoindre, Fondation de la Mer, on peut y contribuer?
fondationdelamer.org. Évidemment, on peut y contribuer. On a des milliers de citoyens qui nous aident déjà en participant à des collectes de déchets, en allant parler dans les classes ou en faisant des donations. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, merci Sabine Roux de Bézieux, Fondation de la Mer, je le rappelle. Merci Eric Orsena. J'en profite, la Terre a soif. Le prochain, c'est sur quoi? Si la Terre a soif, il se pourrait bien que nous ayons faim. D'accord, ok. Et c'est un gastronome qui vous parle. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici. Puis on espère que les négociations vont quand même se débloquer et qu'il y aura peut-être en tous les cas les prémices d'un accord. Voilà, si vous voulez réécouter cette émission, évidemment, il y a le petit QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. Sinon, sur le site de BFM Business, en replay, on va parler encore une fois d'intelligence artificielle. Tout de suite, c'est Tech & Co, comme tous les soirs, François Sorel. Bonne soirée. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.